Ce que l'on peut dire, c'est que le lait est extrêmement variable. La question, est-ce que le lait maternel, on peut l'améliorer? Il est déjà formidable, mais est-ce qu'on peut l'améliorer? On peut le faire varier artificiellement, et en particulier avec l'alimentation. Alors, que consomment les femmes qui allaitent? Des enquêtes diététiques ont été faites en 1997, au moment où je préparais ma thèse sur les acides gras trans. On avait besoin de connaître les enquêtes diététiques. Ce que mangeait la femme, c'est en bleu ciel. Vous voyez qu'elle mangeait beaucoup de protéines, 130 grammes par jour, pour un optimum autour de 71 grammes par jour. Et vous voyez qu'en 2014, parce qu'on a suivi le lait maternel, sa composition, depuis 1997 jusqu'à nos jours. Donc on a une expérience importante, en particulier les dosages de lipides avec l'ITERG sur cette question. Les lipides, vous voyez qu'on est toujours légèrement hyperlipidique, sauf en 2014 où on est redevenu normolipidique. Et par contre, il y a un fort déficit en sucre, particulièrement en sucre complexe, puisqu'on n'atteint pas les 285 grammes par jour qu'on devrait manger. On s'aperçoit que les femmes sont sensibles aux conseils donnés pour l'alimentation, qu'elles évoluent avec l'alimentation, bien sûr, mais ce qu'on aimerait, c'est qu'elles consomment plus de calories, parce que quand même, pour fabriquer 800 ml de lait maternel, il faut au moins 5 ou 600 calories. Et les mamans ont pris du poids pendant la grossesse, et donc elles souhaiteraient en prendre, et elles limitent leur alimentation à 2000 calories en moyenne. Et il faudrait 2300 calories par kilo et par jour. Alors, l'alimentation fait varier le lait maternel, la composition du lait maternel, pas tellement sur les protéines et les glucides, mais surtout sur les lipides. L'alimentation en lipides, en oligo-éléments, en vitamines est éminemment variable avec l'alimentation de la mère. Les acides gras, juste un simple rappel, ils ont une triple destinée pour le fœtus: énergie, stockage et croissance, structurelle, développement neurosensoriel. La nomenclature, les acides gras saturés n'ont aucune double liaison. Les acides gras monoinsaturés type l'acide oléique a une double liaison. Les acides gras polyinsaturés, c'est au-dessus de 2 doubles liaisons. Et les acides gras AGPI-LC, c'est les acides gras très longue chaîne qui jouent un rôle formidable dans la physiologie neurosensorielle en particulier. Alors, vous voyez qu'il y a deux types de familles d'acides gras: les oméga-6, dont le précurseur est l'acide linoléique, et les oméga-3, dont le précurseur est l'acide alpha-linolénique. Ils vont, au fil du temps, se métaboliser avec des élongases qui vont allonger la chaîne. Vous voyez, l'acide linoléique va passer de 18 atomes de carbone à 20 atomes de carbone, et grâce aux désaturases, ils vont passer de 2 doubles liaisons à 4 doubles liaisons pour l'acide linolénique, et vous voyez qu'on passera de 3 doubles liaisons pour l'acide linolénique à 6 doubles liaisons pour le DHA. Alors le DHA, tout le monde a entendu parler, ça intervient beaucoup dans la vision, ça représente 50% des acides gras de la rétine et dans le développement neurosensoriel. Alors, d'où viennent ces précurseurs? Vous voyez, les précurseurs viennent des huiles végétales essentiellement. L'huile d'olive, dont on a fait beaucoup de compliments, n'est pas si terrible que ça. Elle n'est pas bien équilibrée, parce qu'elle n'apporte qu'une branche, c'est-à-dire les acides linoléiques, mais elle n'apporte pas d'acide linolénique. Alors que l'huile de colza va apporter de façon équilibrée les deux précurseurs, et je conseille vivement la consommation en huile de colza, quel que soit l'âge. Et directement, les molécules actives comme le DHA et l'EPA
sont apportés par le poisson gras. Je conseille vivement de consommer 2 fois par semaine 170 g de poisson gras comme le maquereau. Vous voyez ici sur ce graphique, dans l'huile de colza en vert, vous avez l'acide linolénique. L'huile de noix aussi est riche en acide linolénique, mais très peroxydante. L'huile d'olive ne contient pas d'acide linolénique et l'huile de tournesol non plus. Donc, au total, il faudrait consommer de l'huile de colza de façon préférentielle. Et si on veut goûter, parce que c'est très goûteux, l'huile d'olive et l'huile de noix, personnellement, je préférerais l'huile de noix qui est plus complète. Dans les poissons gras, on l'a fait dans une étude, un PHRC, dont était partante Virginie Rigour, entre parenthèses. Le maquereau qu'on a étudié, vous voyez qu'il contient beaucoup de DHA, pratiquement 2 grammes pour 100 grammes, et de l'EPA. La sardine est également très riche en les saumons d'élevage et le thon. Par contre, les poissons maigres, le bar, le cabillaud, la limande et la sole sont pauvres, relativement pauvres, apportent beaucoup moins de DHA. Il y avait des conseils qui disaient qu'il faut manger un poisson gras par semaine et un poisson maigre par semaine. Mais je préfère dire comme message, manger 2 poissons gras par semaine. Vous voyez que chez les enfants qui sont décédés, on a fait des études de dosage intracérébral et vous voyez qu'avec le temps, le DHA augmente dans les laits qui apportent beaucoup de DHA dans les cellules du cerveau et de la rétine. Alors que l'EPA, on n'en a pas besoin. Vraiment, on en a besoin pour d'autres raisons, en particulier pour les effets anti-agrégants, mais pour le cerveau, ce n'est pas très important. Les acides gras trans sont des acides gras qui entrent en compétition avec les acides gras polyinsaturés. Et donc, on a dit qu'ils étaient susceptibles, comme les acides gras saturés, d'augmenter le risque coronarien. Voici en 1997 quels étaient les acides gras trans en bleu dans les laits maternels. Vous voyez que la France se situe pas mal puisqu'elle est autour de 2% d'acides gras trans et le Canada et les USA arrivaient à 17% dans le lait des mères. Et alors c'est assez rigolo parce que en 1997, les Américains ne se tracassaient pas des acides gras trans. Alors que maintenant, ils nous font la leçon, surtout pas d'acides gras trans. On avait la même, une des plus faibles teneurs en acides gras trans dès 1997, parce que nos margariniers, nos huiliers sont très sensibles aux remarques scientifiques qu'on peut leur faire. Et vous voyez qu'en 10 ans, les acides gras trans en France sont passés de 2,1 à 1,1. Donc c'est diminué encore de moitié. Au-dessous de 2%, c'est pas dangereux. Si on en a 0, c'est encore mieux. Mais malgré tout, les huiles végétales fabriquées en France sont de très bonne qualité et ne contiennent pas d'acides gras trans. Les acides gras, que peut-on en dire? Qu'il y a trop d'acides gras saturés, qu'il n'y a pas assez d'acides gras polyinsaturés. Au cours des années, vous voyez que ce qui nous a frappé, c'était qu'il n'y avait pas assez d'acide linolénique, c'est-à-dire d'acides précurseurs des oméga 3. Voilà ce que peut donner les conseils d'alimentation. Si on suit le graphique du haut, à gauche, vous avez en 97 0,52 d'acide linolénique qui est passé en 10 ans à 0,81 qui a doublé. Tout ça parce qu'on avait encouragé les femmes à consommer plus d'oméga 3. Et en 2014, avant toute intervention métabolique, on a 0,96, pratiquement 1% des acides gras totaux sous forme d'acide linolénique. Et là, on a fait une étude qu'on
contrôler en donnant aux mères de plus en plus d'oméga 3, d'acide linolénique. Vous voyez avec l'huile d'olive, dans la première séquence qui passe de 0,96 à 0,77, n'ayant pas d'acide linolénique, bien entendu, l'acide linolénique va baisser dans le lait significativement. Ensuite, la première 1,09, c'est quand on ajoute la margarine oméga 3 Saint-Hubert, à 1,29 quand on ajoute l'huile de colza, et 2,15 quand on ajoute à la fois l'huile de colza et la margarine oméga 3 Saint-Hubert. Et vous voyez que c'est juste en augmentant les deux, c'est-à-dire consommant oméga 3 Saint-Hubert et acide linolénique, que on va rentrer dans les apports conseillés d'acide linolénique, puisqu'on est à 2,15 pour des normes entre 1,75 et 4%. Vous voyez qu'en parallèle, quand on regarde le graphique de droite, vous avez le rapport linolénique sur linolénique. Vous voyez qu'en 97, il était à 25%. Il a baissé de moitié en 2012. Et vous voyez qu'à la fin, en mettant de fortes charges d'acide linolénique par l'huile de colza et la margarine oméga 3, on arrive au rapport de 5,5, qui est l'apport optimum oméga 6 sur oméga 3. Et le DHA. Alors, quelle est la bonne teneur en DHA? C'est entre 0,2% et 0,5%. Il n'y a pas de danger à dépasser 0,5% d'ailleurs. Et vous voyez que jusqu'à l'intervention nutritionnelle, avec la consommation de poissons que faisaient les mères spontanément, eh bien, on arrive à 0,29% de DHA. Et en mettant 2 fois 170 grammes de macros par semaine, eh bien, on arrive à 0,4%. Et en mettant 2 fois par semaine de macros et d'huile végétale, de colza et l'oméga 3 Saint-Hubert, on arrive à 0,54%. Donc, on peut dire qu'il y a des laits de mer qui sont insuffisants en oméga 3 et en DHA, qui jouent un rôle important dans le développement cérébral. Vous voyez, au cours du temps des régions, vous pouvez passer de 0,07% au Soudan, le DHA, à 2,78% en Chine maritime. Et donc, la vérité est probablement entre les deux. En France, c'était une étude qu'on avait faite chez nous à Bordeaux, c'était 0,32%. Je crois qu'il faut aller le plus haut possible et probablement aller à 0,5% pour être très bien. Et il faudrait avoir 0,5% d'acide arachidonique également. Les glucides. Les glucides ne varient pas beaucoup, en tout cas le lactose, dans le temps. Mais vous voyez qu'il y a une consommation qui doit rester inférieure à 10% pour les sucres simples, les bonbons, les chocolats, etc. Et il y a une insuffisance de polysaccharides et de fibres, puisqu'on consomme 2 fois moins de pain qu'il serait nécessaire. Donc le conseil qu'on pourrait donner, c'est de manger une baguette par jour. Par contre, on s'aperçoit que dans les enquêtes, on trouve de l'alcool chez les mères allaitantes. Très peu, disons, mais je pense que ça doit être les restes de conseils qui étaient de boire de la bière alcoolisée pour donner du lait. Ce qui est peut-être vrai, mais ce n'est pas conseillé, ou bien de la bière sans alcool. Les produits sucrés, donc je dis qu'on manquait de pain, je vais passer. Les gâteaux, ça va. Les sucreries, on consomme un peu trop. Il y a une insuffisance de légumes et de fruits, insuffisance de crudité et insuffisance de légumes, et il y a trop de jus de fruits. Il vaut mieux manger une bonne orange qui va vous apporter des fibres que de boire du jus d'orange qui va vous apporter du sucre, et l'équivalent d'un verre, ça va être l'équivalent de 3 oranges. Donc trop de sucre. Les protéines, bon, on conseille entre 60 et 80 grammes par jour, et en 97, on en consommait trop,
Et en 2014, eh bien, on en consomme bien. Il n'y a pas de problème pour la consommation de protéines, sauf exception. Il faut faire attention que des protéines animales et végétales, puisque les protéines végétales n'ont pas tous les acides aminés essentiels, et donc elles peuvent être carencées, et les bébés aussi. Attention donc aux végétariens, auxquels il faut rajouter des laits spéciaux. Et il y a aussi, vous savez, qu'il peut exister des allergies aux protéines du lait de vache qui traversent la glande mammaire et qui va sensibiliser le bébé. C'est exceptionnel. Alors, en 97, vous voyez, on mangeait en rouge trop de viande et il n'y avait que 5% de mamans qui consommaient du poisson. La charcuterie, 25% des mamans en consommaient. Et je voudrais vous rappeler quand même que 2 œufs équivalent à une portion de viande. Donc, vous pouvez commencer à consommer des œufs également. C'est pas cher. Donc, avec 2 œufs, vous remplacez une portion de viande. En 2014, on a refait les mêmes études et on s'aperçoit qu'il n'y a que 30% de mamans qui consomment du poisson. Et encore, peut-être pas du poisson gras. Les charcuteries, toujours 30%. Et consommation excessive en viande par rapport aux œufs, mais insuffisance en poisson gras. Les consommations de produits laitiers, vous savez qu'il faudrait boire quasiment un demi-litre de lait par jour. Mais pour être plus raisonnable, moi je conseille 300 ml de lait dans le petit déjeuner du matin et 2 yaourts pour avoir suffisamment de calcium. Mais on s'aperçoit qu'elle consomme, non seulement elle ne consomme pas de calcium par le lait, mais elle compense par du fromage. Elle consomme 2 fois trop de fromage qui apporte des graisses saturées. Donc il vaut mieux consommer du lait que de consommer du fromage et des yaourts. 2 yaourts et du lait. Et les oligo-éléments et les vitamines sont influencés par l'alimentation. Et vous voyez qu'il y a une insuffisance en calcium, en fer, en magnésium et en zinc. Donc on peut se poser la question de donner des suppléments, mais aucun supplément n'a fait l'objet d'études sérieuses. C'est pour ça que notre prochaine étude, on va se pencher sur des suppléments et leur effet dans le lait maternel et dans le sang de la mère et du bébé. Les vitamines, il y a une insuffisance en vitamine A, D, E, B6, B5 et folate. Là aussi, on peut se poser des questions, est-ce qu'il ne faut pas supplémenter? L'alimentation bien conduite couvrira les besoins en protéines et en énergie, lipides et glucides, tant est qu'on suive les conseils que j'ai donnés, n'assure pas totalement les besoins recommandés en minéraux et en vitamines. Alors, ça, c'est illisible, mais tout ça pour vous dire quel est le régime conseillé pour les femmes allaitantes. C'est la première colonne. Vous voyez, lait 300 ml, yaourt 250 g, fromage 30 g, légumes autour de 350 g, pommes de terre 250 g, pain 250 g, j'insiste encore, sucre très peu, 30 g, fruits 200 g, jus de fruits 100 g, margarine au tournesol 30 g, huile de colza 30 g. Alors 30 g, ça fait à peu près 2 cuillères à soupe pour l'huile. Et beurre 10 g. Une alimentation équilibrée et variée avec 2 fois 170 g de maquereau ou de poisson gras couvre les besoins en DHA, en arachidonate, mais choisir comme corps gras celle qu'on a étudiée, la margarine oméga 3 Saint-Hubert, enrichie en oméga 3, et comme l'huile de colza qui améliore le ratio linoléique sur linolénique voisin de 5 et favoriserait la synthèse d'EPA et de DHA. Et enfin, en cas de non-consommation de poisson, il faut recourir aux compléments nutritionnels contenant DHA, arachidonate, oligo-éléments et vitamines. Ça va être notre prochaine étude. Je vous remercie beaucoup.